Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors comme promis et comme je l'avais fait l'année dernière, je vais réaliser une petite vidéo pour vous accompagner dans la complétion de votre rapport d'activité annuel. Pour cette année 2023, le format de rapport d'activité a été revu par rapport à l'année dernière, et notamment suite au travail qu'on a pu réaliser dans le groupe de travail recueil de données. D'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui ont pris part. Ça nous a permis effectivement d'envoyer nos remarques et commentaires à l'administration de la COCOF, qui a pu les prendre en compte et qui prévoit de revoir sa copie pour 2026. Et en attendant de prendre le temps de faire ce travail de fond, eh bien, il nous propose pour l'année 2023 et très certainement pour l'année 2024 aussi, eh bien, un rapport d'activité fortement allégé. C'est celui-ci que vous avez reçu il y a 2-3 semaines maintenant, je pense, de la part de Jérôme Peters dans votre boîte mail. Et c'est celui-ci qu'on découvre maintenant ensemble. Je vais le parcourir avec vous et je vais principalement focaliser mon attention sur les volets quantitatifs pour bien vous indiquer comment vous pouvez commenter les chiffres dont vous disposez ou aller chercher les chiffres que vous devez communiquer dans le rapport et comment bien les commenter pour que la COF puisse interpréter vos résultats correctement. Je passerai aussi rapidement sur les volets qualitatifs. Alors la première partie concerne des données relatives au service et à la personne de contact, ça je vous laisse le compléter. Une toute petite remarque par rapport au personnel, on vous demande que ce soit le personnel subsidié par la COCOF, bien aussi le personnel bénéficiant de reconnaissance de handicap. Dans les deux cas, on vous demande le nombre d'équivalents temps plein moyen, c'est-à-dire en fait que c'est ni le nombre de TP au 1er janvier, ni le nombre de TP au 31 décembre, mais que c'est une moyenne du nombre de TP que vous avez eu au cours de l'année, parce qu'effectivement ça peut varier au cours de l'année. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le niveau de précision par mois, de voir chaque mois combien d'équivalents temps plein étaient engagés dans votre service, et donc s'il y a eu des variations au cours de l'année, eh bien vous faites alors une moyenne du nombre de TP des biens par mois. Donc vous faites la somme d'équivalents temps plein de chaque mois, que vous divisez par 12, et ça vous fera la moyenne. Alors on arrive ici dans le vif du sujet. Le rapport d'activité propose quelques définitions et nous parle de l'usager comme toute personne, famille, groupe ou public spécifique en faveur de qui est conduite une mission de service public en matière d'action sociale familiale et de santé. Ça ne résout pas tout à fait toutes les questions de définition qu'on avait abordées dans le groupe de travail autour du recueil de données. En particulier, est-ce que quelqu'un qui va contacter le service et bénéficier uniquement d'une activité d'accueil, que ce soit un premier contact téléphonique ou un entretien d'accueil, est considéré comme un usager et doit être comptabilisé comme tel ou pas? Ou alors les usagers sont uniquement les personnes qui bénéficient d'un suivi effectif, sans parler des personnes qui bénéficieraient d'activités de prévention, qui serait assez difficile de compter parce que les activités ne s'adressent pas toujours à un public défini. Parfois, c'est des activités qui peuvent s'adresser au grand public. Donc voilà, dans ce cadre-ci, ce qu'on va faire, c'est partir simplement des données que vous avez à disposition. On va pas essayer tous de se mettre d'accord sur une définition commune parce que c'est pas encore possible de le faire. Mais par contre, je vais vous accompagner dans le fait de commenter les chiffres que vous allez communiquer. Alors, le nombre de bénéficiaires, vous allez le trouver. Pour ceux qui utilisent Champollion, c'est moi qui vous renvoie vos données statistiques. Vous allez le trouver dans le fichier PAT, P-A-T, où il y a toutes les données relatives à ce qu'on appelle la file active. La file active est définie comme telle, c'est le nombre de dossiers patients pour lequel au moins une prestation a été encodée au cours de l'année. Donc ça va impliquer toute une série de questions ensuite pour voir à quoi correspond ce chiffre dans votre service. Il faudra préciser, une prestation, c'est quoi chez vous? À partir du moment où un dossier est compris dans la file active, c'est qu'une prestation a été enregistrée pour ce dossier. Maintenant, si vous faites des activités pour lesquelles vous n'encodez pas de prestation, eh bien, un dossier qui aurait bénéficié uniquement de ce type d'activité ne sera pas comptabilisé dans votre file active. Donc, il faut préciser qu'est-ce que vous encodez et qu'est-ce que vous n'encodez pas parmi vos activités. C'est en particulier important pour les activités d'accueil. Si vous réalisez par exemple assez systématiquement un entretien d'accueil avant de démarrer ou non un nouveau suivi avec un patient qui formule une nouvelle demande, et donc vous faites un nouveau dossier pour ce patient et vous encodez l'entretien d'accueil, et bien toutes ces nouvelles demandes vont alimenter votre file active
à l'inverse d'un service qui, par exemple, ne créerait un nouveau dossier que plus tard dans l'accueil de la demande, par exemple lorsque le patient vient et se présente à son premier rendez-vous, et n'encoderait comme première prestation que le premier rendez-vous du suivi qui débute. À ce moment-là, la file active ne correspond que à des patients effectivement suivis au sein du service et pas à l'ensemble des personnes accueillies et éventuellement réorientées. Donc c'est ce genre de choses qu'il faut préciser. À quel moment vous allez créer un nouveau dossier pour une nouvelle demande ou pour un nouveau patient, quelles prestations vous encodez et quelles prestations vous n'encodez pas. Ça, c'est les deux choses principales qui vont définir votre file active. Ensuite, se pose toute la question de est-ce qu'un dossier correspond effectivement à un usager. Et généralement, c'est pas tout à fait le cas. Alors, vous avez des dossiers individuels, là c'est assez simple. Un dossier égale un individu, un usager, là c'est bon. Mais vous avez aussi vous faites parfois un dossier pour l'ensemble d'une famille. Alors là, ça dépend des services. Dans certains cas, le service va choisir pour une famille de faire un dossier par personne au sein de la famille. Et alors, en principe, on reste sur cette logique de un dossier égale un individu, mais certains services vont faire un dossier pour toute la famille. Et à ce moment-là, vous avez un dossier derrière lequel se cachent en fait plusieurs usagers. Il faut le préciser. C'est pareil pour ce qui concerne des activités de groupe. Certains services n'encodent pas du tout les activités de groupe, donc là je vous invite aussi à le préciser. Certains services vont encoder les activités de groupe, mais pour ça vont créer un dossier ad hoc qui ne correspond en fait ni à un usager ni à une famille, ni même à un groupe, mais en fait à un type d'activité. Vous allez souvent nommer ce dossier du nom de l'activité collective que vous réalisez, et ça vous permet ensuite d'encoder les prestations de cette activité collective au nom de ce dossier. Mais en réalité, vous gardez parfois le même nom de dossier d'année en année, et les personnes que ça concerne changent. C'est pas comme une famille. Une famille, c'est toujours un peu les mêmes personnes. Là, vous allez avoir des patients différents qui vont être inscrits sous ce dossier groupe, qui ne permet pas de savoir combien il y a de personnes, qui c'est, etc. Donc, là aussi, ce dossier d'activité collective, il va être compté dans la file active comme c'est un dossier actif, mais ça ne correspond pas à un usager. Donc ça aussi, voilà, il faut le préciser. Qu'est-ce qu'il faut encore préciser dans tout ça? Oui, alors il y a toute la question, mais c'est pas extrêmement important au niveau quantitatif, mais c'est bien si vous pouvez être précis. Certains services, pour les patients qui reviennent après longtemps, après parfois plusieurs années d'absence, certains services vont avoir tendance à aller rechercher le dossier qui avait déjà été ouvert pour ce patient plusieurs années auparavant et à continuer le suivi sur cet ancien dossier. D'autres services vont avoir plutôt tendance à créer parfois un nouveau dossier en se disant que c'est une nouvelle demande, une nouvelle situation et qu'on reprend un peu les choses à zéro. Voilà, donc ça aussi ça peut influencer, alors pas tellement le nombre de dossiers actifs, mais plutôt des questions d'ancienneté, et donc là en particulier le nombre de nouveaux dossiers. C'est-à-dire qu'on vous demande ici le nombre d'usagers uniques pour lesquels l'ensemble de vos activités, le nombre d'usagers uniques pour l'ensemble de vos activités qui ont bénéficié de vos services pour la première fois. Donc là, on parle bien du coup uniquement des nouveaux dossiers, et donc il faut rappeler ce que c'est du coup pour vous un nouveau dossier. Pour Champollion ou pour le logiciel que vous utilisez, un nouveau dossier, c'est un dossier qui a été créé durant l'année, donc qui a été créé en l'occurrence en 2023, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023. Et donc c'est pour ça que je vous disais juste avant, si pour un ancien patient qui revient, vous ne créez pas un nouveau dossier, et bien donc ça n'alimente pas ici la catégorie des nouveaux usagers. Par contre, si vous le faites, alors ça peut alimenter cette catégorie-là. Alors, on arrive ici aux informations relatives à la file active et aux caractéristiques des usagers. Donc, ayant précisé tout ce qu'on a précisé avant concernant les limites de considérer un dossier comme un individu, on va quand même faire ici des statistiques individuelles. Les tranches d'âge, vous trouvez ça dans le fichier PAT, pour ceux qui utilisent Champollion, et j'ai rajouté donc cette année pour vous une répartition par tranche d'âge qui correspond aux tranches d'âge que vous avez ici sous les yeux et que nous propose la COCOF. Concernant la répartition par genre, voilà, vous la retrouvez aussi dans le fichier PAT que je vous remets. Notez juste que le genre neutre n'est pas renseigné, n'est pas cochable dans Champollion, donc vous aurez forcément 0 pour ça. Concernant la répartition des usagers par région,
Alors oui, alors à l'heure actuelle, à l'heure où je réalise cette petite vidéo, je ne vous ai pas encore fait, je dois le rajouter, la répartition par région. Vous avez uniquement la répartition par commune, et tout ce qui est en dehors de Bruxelles se trouve dans une catégorie autre, donc vous ne saurez pas distinguer région wallonne, région flamande. Si j'ai le temps de faire ça rapidement, je le ferai, vous aurez les informations. Si jamais vous recevez votre fichier PAT et que vous n'avez pas la distinction entre Wallonie et Flandre, je vous invite simplement à mettre dans Bruxelles tout ce qui est bruxellois, donc toutes les communes de Bruxelles, et dans autres, tout ce qui est en dehors des communes de Bruxelles. Ça, vous aurez l'information déjà disponible dans vos données. Ah oui, je reviens un tout petit peu en arrière, pardon. Il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est le point 6 ici. C'est que dans les consignes pour les données relatives aux usagers, on précise que c'est pour les données, c'est pour des situations qui sont connues à la date du 31 décembre de l'année de référence. Donc, quand on demande, alors l'âge éventuellement, mais surtout, par exemple, l'adresse, donc la commune de résidence. Plus tard, on va demander d'autres choses comme le statut BIM, la situation de logement, etc. On va voir que de toute façon, on ne pourra pas répondre à tout, mais préciser d'ores et déjà quelle est la situation qui est généralement connue chez vous, à quel moment la situation est généralement connue. Dans la plupart des cas, à ma connaissance, vous encodez des informations au moment de l'inscription du patient dans son dossier patient, et vous n'avez pas tendance à mettre à jour ces informations dans la plupart des cas. Donc c'est plutôt des informations relatives au moment de l'inscription du patient et pas au 31 décembre 2023 forcément. Par contre, dans certains cas, et je pense particulièrement à l'adresse, si vous allez facturer par exemple, ou si vous devez écrire un rapport qui mentionne l'adresse, etc., c'est possible qu'à ce moment-là, vous décidiez de quand même mettre à jour l'adresse du patient au cours de son suivi, au cours des prestations, quand vous devez réaliser des facturations, des rapports, etc. Si c'est le cas, voilà, vous précisez simplement que dans la plupart des cas, les informations sont datées du moment de l'inscription du patient, mais que si vous devez produire des documents qui, par exemple, mentionnent l'adresse au cours du suivi, et bien à ce moment-là, l'adresse est mise à jour, et à ce moment-là, c'est l'adresse au moment où l'extraction des données réalisées qui va être retenue. Donc Champollion ne permet pas de retenir l'historique, Modulo non plus d'ailleurs je pense, mais donc au moment où les données sont extraites, il y a une information qui est connue, c'est celle-là qui apparaît dans vos statistiques. Voilà pour cette petite digression. On en revient aux statistiques par usager. La commune, on vient de le voir. Situation de logement, c'est une donnée qui n'est pas disponible dans Champollion actuellement, pas non plus à ma connaissance de Modulo, donc simplement vous ne la renseignez pas. Le nombre d'usagers selon leur statut d'assurabilité, BIM, ordinaire, aide médicale d'urgence, etc. Alors, pour les services qui utilisent Champollion, certains documentent les statuts d'assurabilité BIM, non BIM. Si c'est le cas, vous allez retrouver ça dans le fichier PAT, dans les informations de file active. Voilà, mais il y a aussi beaucoup de services qui ne documentent pas ça ou qui le documentent qu'à un quart, un tiers ou la moitié. Donc l'information n'est pas toujours disponible pour vous. Si elle est disponible, c'est dans le fichier PAT. Concernant le statut social des usagers, alors là, c'est une information qui est partiellement disponible. Si vous utilisez le module Psystat et que vous complétez les formulaires Psystat et que vous encodez ça dans Champollion, à ce moment-là, vous avez effectivement des informations relatives à la situation socio-professionnelle des usagers. Les catégories ne correspondent pas exactement. Pour bien faire, il faudrait les regrouper, les recatégoriser un peu autrement, et on pourrait éventuellement documenter certaines informations. Mais de toute façon, je ne vous invite pas à le faire parce qu'en réalité, ces données Psystat, elles sont sorties, enfin, elles sont toujours relatives au moment de l'inscription et elles sont traitées annuellement pour les nouveaux inscrits uniquement. J'ai pas tout l'historique de Psystat pour l'ensemble de la file active. Donc là, on ne parle plus de l'ensemble des usagers, on parle uniquement des nouveaux inscrits. Donc, soit vous complétez ça avec les données que vous avez et vous précisez bien que c'est uniquement pour les nouveaux inscrits, mais ça n'a pas beaucoup de sens de remettre beaucoup de statistiques concernant l'ensemble de la file active et tout à coup des statistiques uniquement sur les nouveaux inscrits. Vous pouvez aussi simplement dire que ces données ne sont aujourd'hui pas disponibles pour l'ensemble de votre file active.
Concernant les bénéficiaires d'une reconnaissance de handicap, c'est une information qui n'est pas collectée aujourd'hui à ma connaissance par vos services, par les SSM. Et ensuite, on arrive dans le volet activité. Alors, bonne nouvelle, en tout cas, disons, oui c'est ça, plutôt bonne nouvelle, on n'a plus trop de chiffres à remettre concernant les activités. Il y en a même assez peu, vu que c'est essentiellement des questions qualitatives qui vous sont posées. On vous demande de décrire vos missions. Vous pouvez quand même vous appuyer, si vous souhaitez, sur les données chiffrées que vous recevez via donc les fichiers prestations, PRE. Vous avez toutes les données relatives aux activités, mais c'est vous là qui savez ce que vous encodez, ce que vous n'encodez pas. Dans le fichier prestations, c'est en fait tout ce qui est encodé via vos feuilles de semaine, dans le module prestations de Champollion. Certains services encodent aussi certaines activités dans un module de Champollion qui s'appelle activités. Ça concerne plutôt les activités de groupe, les activités autres que les consultations. Donc si vous encodez des activités dans le cadre de ce module activités de Champollion, à ce moment-là, vous avez un fichier distinct qui s'appelle ACT et vous avez quelques données complémentaires pour ces activités-là. Donc vous pouvez vous appuyer là-dessus pour décrire vos activités. Sinon, ce sera essentiellement une description qualitative. Là, la COCOF découpe les choses en 3 parties: mission générale, mission particulière, projet spécifique. En fait, la COCOF ici fait référence au décret ambulatoire de 2009. Dans son article 4, les missions générales des SSM sont décrites et il s'agit des missions d'accueil et d'orientation de la patientèle, de diagnostic et de traitement dans tous les aspects médicaux, psychiatriques, psychologiques et sociaux. Notez qu'il y a juste les aspects de psychomotricité et de logopédie et de thérapie du développement qui ne sont pas décrites à cet endroit-là. Donc peut-être que ça, vous pourrez le mettre dans les projets spécifiques. On va le voir tout de suite. Et ça comprend aussi les aspects de collaboration interservices, donc constitution de réseaux de collaboration autour des patients avec d'autres professionnels, etc. Ça couvre les aspects aussi de prévention, y compris la sensibilisation et l'éducation de travailleurs du réseau sanitaire, donc y compris, je dirais, les formations, les supervisions, etc., ce qu'on appelle l'appui aux autres professionnels. Donc là, vous décrivez vraiment le cœur de votre activité, tel que le décret le décrit de manière très, très large. Mission particulière, dans le décret, j'ai pas trouvé de trace de mission particulière pour le secteur des services de santé mentale. C'est présent pour d'autres secteurs, mais pas pour les SSM, donc ne vous préoccupez pas de cet encadré-là, on ne le complète pas. Il n'y a pas de mission particulière qui sont définies dans le décret pour les SSM. Pour les projets spécifiques, eh bien c'est simplement en fait des projets que vous auriez mis en place et qui ne correspondent pas strictement à la définition des missions générales de votre service. Et donc qui les excèdent un petit peu. Je parlais de la logopédie et de la psychomotricité, thérapie du développement. Voilà, il peut aussi y avoir des types d'activités que vous réalisez et qui ne relèvent ni de l'accompagnement, ni de l'accueil, ni du soin, ni de la prévention. À cet endroit-là, vous pouvez décrire ce type d'activité. On vous demande si vous avez pu saisir des opportunités pour faciliter la mise en œuvre de vos missions ou d'autres projets que vous avez menés. Bon, on pense typiquement à des appels à projets, des financements complémentaires que vous auriez pu saisir ou solliciter au cours de l'année. Vous pouvez mentionner ça ici. Ou d'autres types d'opportunités que financières éventuellement. Voilà, ensuite vous savez lire aussi bien que moi les difficultés particulières que vous auriez rencontrées au cours de l'année, la manière dont vous gérez les nouvelles demandes. Est-ce que vous utilisez des listes d'attente? Est-ce que vous réorientez? Est-ce que vous réorientez parfois assez systématiquement les demandes, par exemple, qui proviennent d'autres communes que votre commune que votre propre commune ou les communes avoisinant votre service? Enfin voilà, toutes les habitudes, les routines, les procédures que vous mettez en place pour gérer les nouvelles demandes et assurer un accueil des personnes qui sont demandeuses. Aussi, éventuellement, tous les dispositifs ou pratiques que vous avez mis en place pour faire face à la saturation et à la difficulté d'accorder un suivi à l'ensemble des demandeurs. Alors, ici, finalement, vous avez deux questions qui sont relatives à l'inclusion, d'une part à l'inclusion des personnes en situation de handicap et d'autre part à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, ces thématiques, elles peuvent concerner en fait 3 niveaux, je dirais.
Le premier niveau, c'est tout ce qui concerne le fait de rendre votre service plus accessible aux personnes en situation de handicap. Donc c'est vers le public qui est peut-être pas encore patient de votre service, mais il s'agit d'aménager votre service pour le rendre accessible à ces personnes. Rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite, le fait de recourir à des interprètes en langue des signes par exemple, etc. Ensuite, il y a aussi tout ce que vous pouvez faire pour des personnes en situation de handicap qui font partie de votre patientèle et en vue de travailler leur inclusion dans la société, donc des activités, disons, de réhabilitation, de rétablissement, etc. Et puis, il y a aussi tout ce que vous pouvez faire pour faciliter l'inclusion de ces personnes dans votre équipe en tant que travailleurs. Donc, on pense à des aménagements de postes de travail, etc., pour que des personnes en situation de handicap qui travaillent ou voudraient travailler dans votre service puissent le faire. Donc ça, c'est un petit peu les trois niveaux qu'on peut retrouver, je pense, aussi pour les questions d'égalité homme-femme. Donc c'est aussi bien au sein de votre équipe que concernant votre patientèle ou la population générale. Voilà, ça nous amène tout doucement à la fin de ce rapport d'activité. Alors non, il y a encore quelques questions ici, mais que je vais pas pouvoir fort commenter. Là, vous saurez interpréter ça aussi bien ou aussi pas mieux que moi. On vous demande des démarches d'évaluation que vous auriez réalisées autres que la DEC. On vous demande aussi, et ça c'est une nouveauté, c'est plutôt chouette parce que c'est aussi le fruit des demandes du groupe de travail recueil de données de la Ligue, qui est de permettre une description un peu plus fine de la fonction de coordination et des activités qui sont réalisées. Ça participe, je pense, à la reconnaissance de cette fonction comme une fonction à part entière. Vous avez maintenant un espace prévu pour décrire cette fonction et finalement le processus de formation continue à destination du personnel agréé. Voilà, et puis finalement, si vous avez d'autres remarques, vous pouvez les signifier ici à la fin. Voilà, j'espère que j'ai pu être assez complet, en particulier concernant les premières parties là, avec les données quantitatives. Donc le principal, c'est d'une part de trouver donc où les chiffres sont disponibles, et ça c'est ce que je vous ai décrit dans les différents fichiers que je vous renvoie, en particulier si vous utilisez le logiciel Champollion, c'est moi qui traite vos données statistiques. Et alors bien décrire et bien finalement qu'est-ce qui est compté chez vous quand on dit que vous avez X bénéficiaires, c'est quoi un bénéficiaire, vu la manière dont vous encodez vos activités et les dossiers, à quoi ça correspond. Voilà, je vous remercie. Une dernière petite demande pour vous, si jamais vous pouvez aussi m'envoyer à moi ou à la Ligue votre rapport d'activité, ça peut être une bonne aide pour nous d'avoir à disposition ces rapports quand il s'agit de vous représenter et de mieux relayer les réalités de terrain. Le rapport d'activité, c'est une source intéressante pour mieux vous connaître et pour mieux vous représenter. Donc n'hésitez pas à nous les envoyer. Donc à mon adresse email rs@lbsm.be. Vous pouvez éventuellement aussi envoyer une copie à info@lbsm.be. Voilà, je vous remercie et à bientôt.